Bonjour! Alors ça, c'est moi, Clara. Je suis étudiante en licence 3 de physique à l'université Savoie-Mont-Blanc. Et ce qui va suivre, c'est ma soutenance de projet d'initiation à la recherche sur la biophysique. Bon, commençons tout de suite par les présentations. Ça, c'est biologie, et ça, c'est physique. Il se trouve que tous les deux vivent une histoire d'amour un peu particulière, et ce depuis très longtemps. Mais attention, c'est une relation très équilibrée. Chacun apprend de l'autre. Et au fil du temps, c'est devenu tellement fusionnel qu'ils ont donné naissance à biophysique, ou physique biologique, comme vous voulez. Son travail à biophysique dans la vie, c'est d'utiliser les concepts, outils et modélisations de la physique et de les appliquer à la biologie. Ce qui permet plein de belles avancées dans plusieurs domaines, comme la biophysique médicale, cellulaire, des tissus, environnementale et la biophysique moléculaire. C'est d'ailleurs de cette dernière dont je vais vous parler dans cette vidéo. J'ai pu faire la connaissance de la biophysique moléculaire grâce à un article intitulé Biological Physics, écrit par 3 scientifiques, Bollins, Frauenfelder et Austin, qui est paru en 1999 dans le journal Reviews of Modern Physics. Dans ce dernier, les scientifiques présentent une multitude d'aspects de la biophysique moléculaire. Mais le sujet vraiment le plus récurrent et central dans leur article, c'est l'étude des protéines. C'est donc l'aspect que j'ai choisi de présenter et d'approfondir. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une protéine ? En fait, une protéine, c'est d'abord une chaîne d'acides aminés assemblés entre eux grâce au ribosome, lui. Cette structure qui ressemble à un collier, c'est la chaîne primaire. Ensuite, cette chaîne va se replier, d'abord localement à cause d'affinités entre certains acides aminés. C'est ce qu'on appelle la structure secondaire. Puis, elle se plie davantage, à cause d'interactions hydrophiles et hydrophobes pour former la structure tertiaire. Il peut également y avoir une structure quaternaire qui correspond à l'assemblage de sous-unités. L'exemple de protéine que les auteurs utilisent tout au long de l'article, c'est celui de la myoglobine. C'est elle. Elle permet le stockage du dioxygène dans les muscles. Sa particularité, c'est qu'elle contient un atome de fer qui lui permet de se lier au dioxygène et à l'oxyde de carbone. Mais attention, déjà là, ça se complique, puisque l'étude de la liaison de ces éléments à la myoglobine a permis de montrer une très grande complexité en ce qui concerne les réactions au sein des systèmes moléculaires. Par exemple, le temps de réaction doit être décrit par une distribution, et non plus par la formule d'Arrhenius, qui était pourtant sympa. Mais ce n'est pas tout. Les auteurs expliquent aussi qu'il faut faire appel à la physique quantique pour décrire les processus de liaison qui ont lieu en dessous d'une certaine température. Pour notre myoglobine, par exemple, la liaison du CO a donc lieu par effet tunnel pour les températures inférieures à 20 Kelvin. Mais ça, c'est une première chose. En réalité, le processus le plus complexe et qui suscite beaucoup d'intérêt chez les biophysiciens, c'est le phénomène de repliement des protéines. Autrement dit, comment la protéine passe de sa forme de collier d'acides aminés à sa structure tertiaire en 3 dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la structure finale à 3 dimensions de la protéine qui détermine sa fonction. Un mauvais repliement de protéines peut par conséquent être désastreux puisque non seulement elle ne va pas remplir sa fonction, mais elle risque d'agir différemment. Et cela peut conduire à l'apparition de maladies, neurologiques par exemple, comme la maladie d'Alzheimer. Le truc, c'est qu'il y a une infinité de façons que peut avoir une protéine de se replier. Cette particularité a été mise en évidence par Levinthal en 1969, qui a soulevé le paradoxe suivant. Comment la nature est-elle capable de trouver en quelques secondes la bonne forme de repliement de protéines parmi les 10 puissance 143 possibilités ? En effet, le repliement est un phénomène très rapide. Il paraît donc impossible qu'il soit le fruit du hasard, car dans ce cas, il faudrait plusieurs années en moyenne pour que la protéine explore toutes les possibilités de repliement avant de trouver la bonne. Alors, que se passe-t-il ? En réalité, la protéine se replie en plusieurs étapes. Elle passe, lors de son pliage, par des structures intermédiaires instables ou sous-états. Chacun de ces sous-états est caractérisé par une énergie, et l'ensemble de toutes ces énergies forme ce qu'on appelle le paysage énergétique. L'hypothèse actuelle est celle d'un paysage énergétique en entonnoir. Plus le repliement est avancé,
plus l'état intermédiaire que prend la protéine se situe au fond de l'entonnoir. Par ailleurs, ce paysage comporte de nombreux minima locaux, appelés bassins ou vallées. Ce sont les sous-états que va favoriser la protéine pour se replier progressivement et arriver à terme à l'état natif, c'est-à-dire le bon pliage final. Le danger, c'est qu'elle n'aboutisse pas à ce dernier en restant coincée dans un minimum local du paysage. C'est dans ces conditions que la protéine peut avoir une mauvaise structure finale. Cette question du repliement des protéines a piqué ma curiosité et j'ai donc souhaité approfondir cet élément. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'aborder la simulation informatique du pliage protéique, sujet de recherche d'actualité qui m'a permis d'amener un aspect plus concret en manipulant moi-même quelques outils simples de simulation. Voilà ce que j'ai appris. L'étape clé, qui permet d'aboutir à une simulation de repliement, c'est la minimisation de la fonction de l'énergie totale de la molécule. Oui, rappelez-vous, pour se replier, la protéine utilise les sous-états du paysage énergétique les moins coûteux en énergie. La première étape va donc être d'exprimer l'énergie totale du polymère pour ensuite pouvoir chercher les minima de cette fonction. Pour ce faire, il faut faire appel à la mécanique moléculaire, discipline dont l'objectif est d'établir ce qu'on appelle un champ de force, c'est-à-dire l'ensemble des constantes de force et coefficients d'interaction entre les atomes d'une molécule. Il existe une multitude d'interprétations des forces en jeu dans une molécule. D'ailleurs, dans l'article Biological Physics, les 3 scientifiques proposent la leur en faisant appel notamment à des forces dites anthropiques et d'ondulation. En bioinformatique aussi, beaucoup de champs de force extrêmement poussés ont été développés, comme Charm par exemple, champ de force largement utilisé et très spécifique à la dynamique des protéines. Une fois que l'énergie totale est exprimée en fonction de différents paramètres qui peuvent être, dans le cas de champs de force simples, les longueurs des liaisons entre les atomes, les angles, les déformations hors du plan par exemple, il va falloir minimiser cette fonction. Pour ce faire, différentes méthodes numériques existent. J'en ai programmé une très simple, celle du gradient, afin de comprendre le principe pour une fonction à une dimension. L'idée, c'est de demander à l'algorithme de calculer le gradient en un point et de suivre l'inverse de sa direction, qui correspond donc à la plus forte descente. Une fois le point le plus bas atteint dans cette direction, l'algo réitère l'opération jusqu'à atteindre le minimum avec la précision demandée. Bien sûr, cette méthode est loin d'être la plus efficace puisqu'elle est plutôt lente et ne permet pas de traiter correctement des fonctions à plusieurs minima. Par la suite, j'ai voulu avoir une première approche des outils de bioinformatique. Bien entendu, les logiciels de simulation poussés tels que Charm n'étaient pas à ma portée, mais j'ai pu néanmoins utiliser 2 interfaces de représentation 3D différents. La plateforme en ligne CharmGui et le logiciel Gmol. Mon objectif était de pouvoir modéliser la myoglobine. J'ai alors eu recours à la Protein Data Bank, banque de données publique qui contient tous les fichiers de structure des protéines découverts à ce jour. J'y ai téléchargé celui de la myoglobine que j'ai ensuite pu modéliser sur les 2 interfaces. Pour finir, je voulais également parler de Foldit, un jeu vidéo développé par l'Université de Washington. Le jeu se présente sous forme de puzzle à résoudre. Il s'agit en fait de structures de protéines et l'objectif des joueurs va être de les agencer spatialement afin d'aboutir à l'état natif, la structure complètement repliée de la protéine. Ce jeu est très sérieux et compte plus de 200 000 joueurs qui font avancer la science puisque les solutions de repliement intéressantes, les moins coûteuses en énergie, trouvées par les joueurs sont étudiées par les scientifiques pour déterminer si elles existent réellement. Il s'est avéré que ce jeu est plus efficace que certains algorithmes de prédiction de structure. De plus, le jeu propose, en cette période de pandémie, un nouveau puzzle sur le Covid-19. Tous les joueurs sont mis à contribution pour essayer de construire sur l'interface la molécule antivirale, une protéine, qui serait capable de se fixer au récepteur du virus, une autre protéine. Une belle piste de recherche pour un potentiel vaccin. Pour conclure, cette première approche de la biophysique, à travers l'étude de l'article Biological Physics, m'a tout de même donné du fil à retordre, puisque beaucoup de notions et calculs dans l'article étaient abordés assez sommairement, me poussant à effectuer pas mal de recherches en parallèle.
Certains de ces derniers étaient tellement spécifiques qu'ils étaient uniquement détaillés dans les publications mises en référence dans l'article. J'ai alors été assez frustrée de voir que ces documents ne m'étaient de toute évidence abordables ni du point de vue de mes capacités de compréhension, ni du point de vue du montant de ma bourse étudiante. Mais le bilan général reste très positif, car en me prêtant à l'exercice, j'ai pu découvrir de nouvelles méthodes de travail, mais aussi, et surtout, une nouvelle branche de la physique à laquelle j'étais totalement étrangère.